On est sur l'épisode 8 de cette petite émission en ligne, L'activité physique est une science. L'objectif, c'est toujours pareil, c'est d'apporter à vous, les professionnels de l'activité physique, que vous soyez enseignant APA, kinésiologue, éducateur sportif, sport santé, entraîneur, un maximum d'informations et de valeurs sur tout ce qui est conditions physiques et amélioration de la condition physique. Sur les 7 premiers épisodes, c'était essentiellement Daniel Mercier qui était intervenu sur la partie plutôt capacité aérobie, avec une petite visite de François Carré à l'épisode 6. Et du coup, on a décidé sur cette deuxième partie, comme on l'avait déjà annoncé, d'inviter des nouvelles personnes pour diversifier un petit peu le propos. Et du coup, ce soir, on a l'immense plaisir de recevoir Jacques Duchâteau avec nous pour nous parler de renforcement musculaire chez le sujet déconditionné. Donc, merci Jacques de ta présence. Et puis, je vais peut-être te laisser te présenter. Ok, avant toute chose, bonsoir à tous et à toutes. Et merci à Daniel Mercier, à toi-même, Robin, de m'avoir invité à intervenir dans ce webinaire. Donc, comme tu viens de le dire, je vais parler du renforcement musculaire chez le sujet déconditionné. Ça veut dire des personnes qui sont sédentaires, mais aussi des personnes plus âgées qui ne pratiquent pas l'activité physique régulièrement. Et donc, nous verrons quelles sont les méthodes efficaces. Alors, comme Robin le proposait, tout d'abord, me présenter. J'étais jusqu'à 2 ans professeur à l'Université libre de Bruxelles. Je dirigeais le laboratoire de biologie et de neurophysiologie appliquée. Je suis toujours professeur, mais professeur émérite, donc je continue à donner cours, mais je ne dirige plus ce laboratoire. Par contre, j'avais créé un centre d'aide à la performance sportive avec un collègue d'une autre université. Et donc, en parallèle à mes activités au sein du laboratoire que je continue, donc des activités de recherche sur le problème du renforcement musculaire notamment, eh bien, nous testons également les meilleurs sportifs francophones en termes de force, de puissance musculaire, à la fois en laboratoire, mais sur le terrain également. Donc, quelque part, je joins un petit peu les deux. Je suis issu du milieu sportif puisque j'ai fait du décathlon, du lancer du javelot il y a déjà pas mal d'années. Donc, je connais bien le milieu du terrain, mais aussi on suit aujourd'hui donc ces sportifs en laboratoire et on essaie de leur proposer en tout cas les meilleures méthodes et on les aide à progresser évidemment dans leur carrière. Donc, voilà ma présentation. Alors, ce que je vais faire, c'est de vous partager mon écran. Donc, ça va prendre un peu quelques minutes. Jacques, pendant que tu mets en route ce diapo, je rappelle du coup aux participants, le but c'est vraiment d'essayer de poser des questions pendant la présentation sur le petit onglet prévu pour ça. Alors, il y a le chat, certes, mais il y a une petite partie questions-réponses, donc essayez de les poser là. Comme ça, vous les enregistrez pendant que Jacques fait sa présentation, et puis on reviendra sur vos questions. Parce que si je dois retourner dans le chat et qu'après même vous oubliez vos questions, ce serait un peu dommage. Donc, posez vraiment vos questions dans la partie questions-réponses et Jacques vous répondra. Donc, je vais faire un petit exposé ici en tentant de répondre à quelques questions que nous avons préparées, Robin et moi. Et la première question est de savoir, j'ai un petit souci, voilà. La première question, c'est peut-être de définir ce qu'est la force. Mais avant de la définir, ce que je voudrais faire, c'est évoquer les 3 grands types de force qu'on a l'habitude de mentionner. La première, c'est la force maximale. C'est la force ou la charge, en tout cas, que l'on va pouvoir manipuler, hein, cette charge maximale, ou bien si vous avez un dynamomètre, on va pouvoir mesurer une force réellement produite. On parle aussi de force explosive ou de puissance. C'est une force évidemment qui est importante dans la mesure et dans les activités sportives, dans la mesure où on va essayer de développer la plus grande force possible le plus rapidement. Et puis alors, le troisième type de force, c'est la force endurance, c'est-à-dire que l'on va mobiliser une charge sous-maximale un grand nombre de fois. Et si vous voulez, c'est une force un peu localisée ici au niveau musculaire, mais qui est un peu le pendant de l'endurance cardio-respiratoire dont on vous a déjà parlé, je pense, à plusieurs reprises. Donc moi, aujourd'hui, je vais surtout parler de force maximale et de force explosive.
car contrairement peut-être aux idées reçues, eh bien, ce genre de force peut être développé chez les personnes sédentaires ou déconditionnées, et je vous comparerai justement les résultats à la force endurance. Alors, très rapidement, parce que je ne suis pas là pour vous faire un cours de physiologie, ce qui va nous permettre de produire une force, c'est le muscle, c'est notre générateur de force. On a à peu près 240, 250 paires de muscles au niveau de notre corps. Et ces muscles sont en fait constitués de cellules allongées. C'est pour ça qu'on parle de fibres musculaires. Pour vous donner une idée, l'épaisseur d'une fibre, c'est à peu près l'épaisseur d'un cheveu. Elles ont à peu près de 2 à 6 cm de long, pour certains muscles un peu plus, mais la fourchette en tout cas est valable pour la plupart de nos muscles. Et comme vous voyez sur cette illustration, eh bien, ces fibres musculaires sont empaquetées, sont entourées de tissus conjonctifs qui va maintenir une cohésion au sein du muscle. Et vous pouvez remarquer ici de très nombreux faisceaux, comme on les appelle, de fibres musculaires. Quand le muscle va se contracter, il va tirer sur nos tendons et cette force va être transmise du tendon vers les segments osseux et forcément, à partir du moment où la force est suffisante, elle va mobiliser l'articulation. Donc, le muscle est réellement un générateur de force qui va nous permettre de réaliser nos mouvements. Alors, là aussi, quelques informations sur le contenu des fibres musculaires. Elles sont en très, très grande partie formées, enfin constituées de filaments de protéines. Et comme vous pouvez le voir sur une coupe histologique ici, eh bien, il y a vraiment une organisation extrêmement structurée où vous pouvez voir des zones plus blanchâtres, plus sombres, je dirais intermédiaires, et puis des lignes noirâtres ici. Et en fait, cette organisation correspond à la structure de myofilaments, comme on les appelle, donc des filaments constitués de protéines. Et il y a deux grands types de myofilaments, des filaments fins d'actine qui sont représentés ici et des filaments plus épais de myosine qui sont représentés dans cette partie ici. Vous voyez qu'il y a une structure répétitive et on va pouvoir reconnaître ces filaments sur la coupe histologique, puisque les filaments fins vont depuis cette zone plus sombre qui correspond aussi à un type de filament particulier qui connecte tous les filaments fins ici. Les filaments épais vont de cette zone-ci à cette zone-là, et puis à nouveau, on a des filaments plus fins qui vont de cette zone-ci à cette zone-là. Et vous voyez qu'il y a une zone de surimposition des deux types de filaments qui sont représentés ici, qui apparaissent plus noirâtres. Et c'est une zone importante parce que il va y avoir des petites connexions, des ponts d'union, comme on les appelle en physiologie, qui vont se former entre les deux filaments et qui vont tirer en fait les filaments plus fins, plus à l'intérieur de cette zone qu'on a appelée le sarcomère. Donc cette zone-ci, qui correspond à la coupe histologique, à ceci, va se raccourcir et donc on va alors pouvoir produire du mouvement. À partir du moment où la force produite sera supérieure, vous allez raccourcir ces sarcomères et donc produire réellement du mouvement. Donc, le générateur de force, c'est ça. Ce sont ces ponts d'union qui sont formés. Évidemment, la force que l'on va pouvoir développer va dépendre de l'intensité de notre commande nerveuse. Cette commande nerveuse, elle va être élaborée au niveau de notre cerveau, dans différentes zones, et finalement, elle va être, je dirais, envoyée vers nos muscles en passant par la moelle épinière, en activant des neurones particuliers au niveau de cette moelle épinière, et puis l'influx nerveux va se propager le long de fibres nerveuses qui se situent dans nos nerfs, et puis on va alors activer un certain nombre de fibres musculaires. Donc on va pouvoir moduler la force développée par le muscle par une modulation de cette commande nerveuse. Donc deux mécanismes sont importants, le muscle, générateur de force, et la commande nerveuse qui va pouvoir changer l'intensité de cette contraction. Alors, pour terminer cette petite partie introductive, je voudrais dire que la force maximale, en fait,
va être modulé au cours de notre vie. Et vous avez ici un graphique qui vous montre l'évolution de la force sur des muscles fléchisseurs plantaires et dorsaux de la cheville, comme vous le voyez, de 20 à 100 ans. Alors, dans la première partie de notre existence, et certainement entre 20 et 50 ans, pour autant qu'on reste un minimum actif, il n'y a pas de grande modulation de la force. On voit simplement, et tous les points correspondent à un individu isolé, on voit qu'il y a de grosses fluctuations, vous le savez de toute façon, en vous comparant à d'autres, que certains développent plus de force que d'autres. Mais à un moment donné, à partir de l'âge de 50-60 ans, on a une diminution de cette force et forcément, à un moment donné, la perte de force que l'on a va être problématique parce qu'elle sera plus suffisante que pour simplement réaliser des gestes de tous les jours, comme par exemple se lever de sa chaise ou monter des escaliers, par exemple. Donc, la force est un élément extrêmement important et qu'il faut conserver. Et forcément, avec l'activité qu'on envisagera tout à l'heure, on va pouvoir bien sûr conserver cette force à un niveau largement supérieur à nos besoins de la vie quotidienne. Donc, voilà les éléments clés, en tout cas dans le contexte de cette production de force. Maintenant, justement, quels sont les facteurs qui vont nous permettre de développer plus ou moins de force? Alors, la masse musculaire, je vous ai déjà parlé justement de ce générateur de force. Vous voyez que ce beau bébé-là a une musculature extrêmement développée. Et c'est vrai que quand on regarde quelqu'un comme lui, on va dire, le commun des mortels en tout cas, va dire qu'il doit être certainement très fort. Et on va pouvoir estimer, je dirais, l'hypertrophie, hein, donc le volume musculaire, ou en tout cas la surface de section de certains muscles, en utilisant l'imagerie médicale. Vous avez par exemple ici une coupe transversale par rapport à des groupes musculaires, ça se situe au niveau de la jambe. On peut reconnaître ici les muscles des mollets. Et si on met en relation cette surface de section, donc si on mesure l'aire de ces muscles, qui est indiqué ici sur le graphique, et la force que produisent ces groupes musculaires, eh bien, on voit qu'on a une belle relation, une belle association entre ces deux paramètres. Néanmoins, ce qu'il faut quand même avoir à l'esprit, c'est qu'il y a des fluctuations individuelles parce que d'autres paramètres interviennent également dans la production de force, qui est l'architecture musculaire. Il faut savoir que les fibres musculaires peuvent avoir des orientations un peu différentes dans les muscles et ça change d'un individu à l'autre. Et puis aussi, la manière dont la force va se transférer depuis l'endroit où elle est produite vers les tendons, eh bien, va aussi influencer la force totale que l'on va pouvoir développer. Donc, la masse musculaire est un élément important, mais ce n'est pas le seul qui va limiter ou qui va influencer la force développée par celui-ci. L'intensité de la commande nerveuse est aussi un élément important parce que, en réalité, je vous disais tout à l'heure qu'elle pouvait moduler la force produite, mais il faut savoir que tous les individus ne sont pas capables de pouvoir produire leur potentiel de force maximale. Et ici, par exemple, c'est un bel exemple chez un sédentaire où on a demandé à cet individu de produire sa force progressivement et d'atteindre le maximum. Donc, le plateau atteint ici correspond à la force volontaire que cet individu a développée. Et ce que l'on peut faire pour savoir s'il a réellement atteint son potentiel maximal, eh bien, c'est de stimuler électriquement le nerf moteur. Et vous avez ici la réponse. Vous voyez que chez cet individu, quand on a stimulé le muscle, eh bien, on a une production de force supplémentaire. Et ça signifie que le véritable potentiel force de cet individu se situe à ce niveau-ci et non pas à ce niveau-là. Donc, ça veut dire qu'il y a un déficit dans sa commande nerveuse. Il n'est pas capable d'atteindre son potentiel maximal. Et ça, c'est un élément important parce qu'on croit parfois que c'est simplement le muscle qui va limiter la force. Pas du tout. Chez des sujets âgés, chez des sujets déconditionnés, sédentaires, eh bien, la plupart ne savent pas
activer leurs muscles de manière maximale. Même chez des sportifs de dimanche, hein, et même des étudiants en STAPS, par exemple, sont incapables de développer leur force maximale. On a montré des déficits de l'ordre de 15% sur des muscles du quadriceps, par exemple. Donc, on a tout un potentiel qu'on n'utilise pas et qu'on peut, comme on va le voir tout de suite, par l'entraînement, augmenter, on va pouvoir atteindre, se rapprocher de ses capacités maximales. Il est évident que le sportif de compétition, lui, est quasiment capable d'atteindre sa force maximale. Donc, vous voyez qu'il y a deux limites. Une première limite qui se situe au niveau du muscle, mais une autre limite qui se situe aussi au niveau de la commande nerveuse. Et ça, c'est un élément qui est souvent oublié dans les discussions et dans les entraînements. Alors, forcément, la question qui suit tout naturellement, c'est quelles sont les adaptations à l'entraînement? Est-ce qu'on va pouvoir développer ces mécanismes à l'entraînement? Forcément, la réponse est oui, mais je voulais vous montrer qu'on pouvait non seulement augmenter sa force du muscle, mais on pouvait augmenter aussi cette commande nerveuse. Et comment peut-on procéder? Eh bien, on va pouvoir comparer les progrès en force suite à un programme d'entraînement. C'est ce que nous avons fait il y a déjà énormément d'années avec mon collègue Eno. On va pouvoir tester les progrès d'un programme d'entraînement. C'était de 6 semaines dans notre condition, en testant par une commande volontaire, donc voir combien de force on a gagné par la commande volontaire. Et d'autre part, on va stimuler le muscle aussi pour voir combien on a gagné lorsque l'on court-circuite la commande nerveuse et on s'intéresse uniquement au progrès au niveau musculaire. Alors, je vous compare ici l'augmentation de force après ces 6 semaines d'entraînement. Pour l'électrostimulation, donc quand on court-circuite la commande nerveuse, vous voyez qu'on a atteint 15-16% d'augmentation avec ce programme. C'est des charges de l'ordre de 60-70% de la charge maximale. Et puis, si on teste la force par une contraction volontaire maximale en rouge, vous voyez qu'on atteint des augmentations de 21-22%. Donc, ça veut dire que le muscle s'est réellement adapté pour une quinzaine de pourcents. Et la différence entre ces deux tests nous permet d'estimer des adaptations nerveuses à peu près 15%, à peu près 7-8%, excusez-moi. Donc, ça veut dire qu'on a à peu près un tiers de l'augmentation de force qui est due à des adaptations nerveuses et 2 tiers qui sont dus à des adaptations de type musculaire. Donc, vous voyez que les adaptations en termes nerveux n'est pas un épiphénomène, en fait, elles représentent quand même une bonne part de l'augmentation de la force suite à un programme d'entraînement. Alors, si maintenant on analyse ce qui se passe dans les adaptations, eh bien, au niveau musculaire, ce que l'on observe, c'est une hypertrophie. Par exemple, ici, vous avez une coupe au niveau des cuisses. Donc, la partie entourée en rouge, ce sont les quadriceps, avant et après entraînement. Un entraînement qui utilisait des charges de 70% de la charge maximale, 2-3 entraînements par semaine pendant 14 semaines. Évidemment, ce ne sont pas des sujets qu'on peut qualifier de déconditionnés ici, mais simplement, je voulais vous montrer que l'on pouvait augmenter la surface de section du muscle, ça soit à l'œil ici, et qu'en fait, cette augmentation, elle est le résultat, je dirais, d'une augmentation de protéines contractiles qui sont générées au sein du muscle. En fait, les tensions musculaires que l'on va générer quand on manipule des charges qui sont de l'ordre de 50, 60 et davantage de notre charge maximale vont en fait activer des mécanismes, des voies de signalisation. Ne vous en faites pas, je ne vais pas décrire ces voies, mais qui font que l'on va produire des protéines complémentaires et ces protéines vont en fait être assemblées et reformées, ce que je vous ai évoqué tout à l'heure, ces sarcomères. Ces nouveaux sarcomères vont être insérés au sein de la fibre musculaire, au sein des anciens sarcomères, des sarcomères existants,
Et donc, vous comprendrez facilement que si j'ai plus de filaments protéiques, il y aura plus de ponts d'union qui vont pouvoir être créés et donc je vais pouvoir développer ma force. Hein. Le muscle va pouvoir développer davantage de force. Donc ça, c'est le mécanisme global, si vous voulez, de l'hypertrophie musculaire. Maintenant, au niveau de l'intensification de la commande nerveuse, dans des études que nous avons faites au laboratoire avec des personnes en moyenne de 71 ans, comme vous le voyez, qui se sont entraînés à faire du renforcement musculaire avec des charges de 70%, donc 3 séries de 70% de leur 1 RM pendant 6 semaines, comme vous le voyez. On avait annexé des exercices d'équilibre également. Eh bien, on a observé des augmentations de force intéressantes d'une vingtaine de pourcents au niveau des fléchisseurs plantaires, donc des muscles du mollet si vous voulez. On a testé l'activation volontaire, donc si la commande nerveuse était augmentée, on s'est rendu compte là aussi d'une belle augmentation de cette commande nerveuse. Et si on va plus loin, on met en relation l'augmentation de la commande nerveuse et on regarde quelle est l'augmentation pour chaque individu de l'augmentation de la force. Donc ici, vous avez la commande nerveuse qui est augmentée, ici l'augmentation de la force volontaire. Eh bien, on voit que ceux qui augmentent plus leur commande nerveuse ici sont ceux qui augmentent davantage leur force et inversement, ceux qui ont peu augmenté cette commande nerveuse, eh bien, ont augmenté plus faiblement leur force maximale. Donc, cette amélioration, cette intensification de la commande nerveuse est un élément important dans les progrès. Et je ne vais pas faire un cours de neurophysiologie, mais on a des méthodes qui nous permettent de mesurer l'inhibition au niveau de notre cortex cérébral et on se rend compte qu'après l'entraînement, et certainement avec des charges telles que celle-là, on diminue l'inhibition que le cortex a, donc qui nous limite dans nos mouvements. Hein, cette déficit d'activation que j'évoquais tout à l'heure, eh bien, ça diminue parce qu'on a de moins en moins d'inhibition au niveau de notre cortex et on parvient progressivement à développer tout son potentiel de force. Et qui plus est, dans cette étude, on a eu une augmentation de l'équilibre dans des situations instables de ces personnes âgées. Donc, on gagne non seulement en force, mais on gagne aussi en équilibration dans ces conditions expérimentales. Voilà donc pour les mécanismes qui vont nous permettre d'augmenter notre force. Maintenant, ce que je voudrais faire dans la dernière partie ici de mon exposé, c'est d'envisager quelles sont les principales méthodes qui vont nous permettre d'augmenter la force maximale et explosive. Alors, j'ai repris un graphique ici qui vous montre le nombre de répétitions que l'on peut réaliser en fonction de la charge que l'on va mobiliser. Forcément, il ne faut pas faire d'expérimentation pour savoir que au plus cette charge est importante, au moins le nombre de répétitions va être élevé. Mais souvent, on va utiliser ce genre de relation ici pour quantifier, pour adapter, pour choisir la charge que l'on va utiliser. Alors, on sait depuis de très nombreuses années que des charges inférieures à 40% de notre charge maximale va avoir très peu d'adaptation sur la force. Des personnes qui sont extrêmement déconditionnées vont peut-être augmenter légèrement leur force, mais très faiblement. Quand on passe dans une zone entre 40 et 60% de la charge maximale, et je l'ai mis ici en pointillé, pour indiquer qu'on va commencer à avoir, je dirais, des adaptations en force chez les débutants, chez des personnes sédentaires, des personnes âgées qui n'ont pas l'habitude d'être actives. Mais il faut quand même se rendre compte que pour réellement avoir des adaptations qui soient conséquentes, et aussi d'aller vers une certaine efficacité, parce que toute ma carrière, j'ai voulu, je dirais, trouver des méthodes qui étaient efficaces. On peut progresser avec n'importe quelle méthode quand on part d'un niveau extrêmement faible, mais comment être le plus efficace, pour moi, c'est vraiment ce qui est important. Eh bien, là, il faut se trouver dans une zone qu'on a appelée la zone de force. Alors, je voulais vous montrer maintenant comment on va pouvoir justement choisir au sein même de cette relation
entre le nombre de répétitions et la charge, je dirais, les méthodes qui vont être les plus efficaces pour lutter contre ce déconditionnement. Alors, forcément, j'avais oublié de vous dire que, outre l'intensité ou la charge que l'on va utiliser, le volume, c'est-à-dire le nombre de répétitions et le nombre de séries sont également des éléments clés. Et puis, la récupération, comme vous allez le voir tout de suite, entre les séries est également un autre paramètre qui est important. Et ça, on s'en rend compte de plus en plus à l'heure actuelle. C'était un peu délaissé avant, mais aujourd'hui, on se rend compte que c'est également un facteur important dans l'efficacité d'une méthode. Alors, je vais commencer par une comparaison de méthodes que l'on préconise souvent chez les personnes âgées ou chez les personnes sédentaires. C'est d'utiliser des charges légères et souvent ces charges, on propose qu'elles soient de l'ordre de 40% et qu'on fasse un très grand nombre de répétitions. Eh bien, comme je vais vous le montrer ici par l'intermédiaire de cette étude, mais il y en a beaucoup d'autres, eh bien, ce n'est pas efficace pour l'augmentation de la force. Parce que dans l'étude en question, ils ont testé des personnes, comme vous le voyez, qui s'approchaient de 60 ans, et les ont fait entraîner 2 fois semaine pendant 16 semaines, avec des charges qui ont progressé de 30 à 50% de leur 1RM. Et ils ont testé après les gains, les progrès en force, comme vous le voyez, quasi nuls, et les progrès en surface de section musculaire, donc l'hypertrophie, elle est présente mais non significative, elle est donc faible, et d'autant plus qu'on n'est pas sûr ici que ce soit une augmentation des myofilaments protéiques comme je l'ai évoqué tout à l'heure. On peut avoir très bien une plus grande vascularisation, donc une augmentation de capillaires sanguins qui vous donne l'impression que vous avez augmenté en masse musculaire. Donc très faible rendement, je dirais, pour cette méthode. Par contre, ils l'ont comparé à des sujets au même profil qui ont commencé avec des charges de 50%, ils ont évolué vers 80% de leur 1RM et il est très clair que les gains en force, de près de 23-24%, sont largement supérieurs et aussi l'hypertrophie musculaire est supérieure par rapport à la première méthode. Donc, je pense que, sauf contre-indication majeure, et on peut en discuter tout à l'heure, le travail de force-endurance, finalement, ne va pas apporter, en termes de force et en termes de surface de section musculaire, des progrès conséquents, et notamment n'apporte pas, et ça c'est important de le dire, une amélioration de la commande nerveuse. On ne constate pas des augmentations réelles de cette commande nerveuse. Donc pour moi, en tout cas, elle n'est pas la méthode certainement miracle et en tout cas la plus efficace si on vise une augmentation de force. Alors, je voudrais maintenant comparer deux méthodes qui se trouvent dans la zone de force, puisque elles vont faire appel à des charges de l'ordre de 70% du 1RM. Une méthode que j'ai appelée classique, qui consiste souvent à faire le même nombre de répétitions dans les différentes séries qui vont être réalisées. Et puis, je voudrais vous montrer une nouvelle méthode qui s'appelle la méthode 3-7. Cette méthode qu'on doit à un certain Emmanuel Legère, qui est un coach en France, qui s'occupe de la préparation, en tout cas de sportifs qui cherchent un développement de la masse musculaire principalement. Et cette méthode est particulière dans la mesure où on commence par 3 séries à 70% de ses capacités maximales, puis la série suivante, c'est 4 répétitions à la même charge, puis c'est 5, puis c'est 6, puis c'est 7. Donc, on a une incrémentation du nombre de répétitions à une même charge au cours des séries successives. Et donc, le total de la méthode fait 25 répétitions. Et outre cette particularité, l'intervalle entre les séries successives, j'ai oublié, je vois que j'ai laissé le mot anglais ici, est extrêmement court, de l'ordre de 15 secondes. On a à peine le temps d'arrêter le mouvement qu'il faut déjà repartir pour la deuxième, puis la troisième série, et ainsi de suite. Donc, on joue sur cet intervalle de temps extrêmement court.
Les méthodes classiques, comme je vous le disais, eh bien, c'est souvent, on fait un même nombre de répétitions au cours de la série avec une même charge et on va faire un certain nombre de séries. Ici, nous avons choisi 4 séries de 6 répétitions à 70% pour avoir un même nombre de répétitions que la méthode 3-7, puisqu'on est à 24 répétitions. Et puis, comme je dirais le volume total de répétition nous semblait faible, parce qu'on sait que dans le contexte du renforcement musculaire, il faut souvent atteindre 40 répétitions au minimum pour avoir un effet relativement conséquent. Nous l'avons doublé dans un troisième groupe, nous avons doublé le volume de travail. Ici, dans la méthode classique, on prend souvent des intervalles de temps de récupération plus longs, entre 2 et 3 minutes. Donc, on a choisi 2 minutes et demie comme temps de récupération. Et pour ces 3 groupes, ils ont effectué 24 sessions, 24 séances, à raison de 2 séances par semaine. Alors, nous avons testé cette méthode pour différents groupes musculaires. Mais le premier exercice est un développé couché. Et voilà les résultats. On a observé pour la méthode 3-7 des gains ici de charge que le sujet pouvait manipuler une seule fois, de l'ordre de 30%. Donc, c'est quand même conséquent. Si on la compare à la méthode 4x6, eh bien, on compare qu'elle est largement supérieure. Néanmoins, si on double le volume de la méthode classique, on fait 8 fois 6 séries, eh bien, fois 6 répétitions, vous voyez que là, on a quand même des résultats un peu supérieurs. Donc, cette méthode 3-7, en tout cas pour moi, a une grande efficacité parce que pour un nombre donné de répétitions, vous avez un gain en force qui est supérieur à la méthode classique. Et aujourd'hui, on sait que le fait d'utiliser des intervalles de récupération très courts, eh bien, va créer un stress métabolique supplémentaire par rapport à la tension mécanique qui est développée avec les charges plus lourdes et qui va favoriser justement cette augmentation de l'hypertrophie musculaire. Parce que ce que nous avons observé dans des études successives, mais comme mon temps est relativement réduit, je ne vais pas vous montrer les résultats, mais nous avons testé au niveau des muscles des biceps, par exemple, et d'autres groupes musculaires de manière plus isolée, l'hypertrophie musculaire, et on a constaté que la méthode 3-7 est bien plus efficace pour faire du muscle, faire du volume, de la viande autour de l'os, comme j'aime bien dire, que la méthode classique où on prend davantage de repos. Mais il faut que les charges soient les mêmes, bien évidemment. Et en termes d'augmentation de la commande nerveuse, eh bien, les deux types de méthodes ici sont équivalentes. On gagne aussi bien en termes de commande nerveuse pour la méthode 3-7 que pour la méthode classique. Donc, la différence se joue dans l'hypertrophie musculaire entre ces deux méthodes. Enfin, dernière méthode que je voudrais en tout cas vous suggérer, c'est une méthode qu'on a testée ces dernières années au sein du laboratoire, en tout cas chez des personnes âgées. On l'avait fait déjà depuis bien longtemps chez des personnes plus jeunes. C'est une méthode qui utilise des charges moyennes, mais qui vont être mobilisées à vitesse maximale. Quand je parle de charges moyennes, ce sont des charges qui vont se situer à peu près à 40% jusqu'à 60, voire 70% de la charge maximale. Mais on va demander aux individus de réellement mobiliser cette charge le plus rapidement possible. J'ai un peu de mal à mettre mon curseur, je ne sais pas pourquoi, sur le graphique. On va essayer de leur faire réaliser le mouvement le plus rapidement possible. Donc, c'est-à-dire que la contraction musculaire va être intense parce que même si la charge est moindre, le fait de vouloir la mobiliser le plus rapidement possible et donc de vaincre l'inertie de départ, la tension musculaire, l'air de rien, va être importante. Et donc, ce que l'on a fait chez ces sujets qui étaient âgés de plus de 65 ans, sont entraînés pendant 12 semaines à raison de 3 fois par semaine, ils ont utilisé, en tout cas dans l'expérimentation que je vous présente ici, des charges de l'ordre de 30 à 40% par série de 10.
mais on leur demandait à chaque fois de mobiliser la charge le plus rapidement possible. On a testé avant et après le programme d'entraînement, eh bien, leur capacité d'installer la force rapidement. Ici, c'est une contraction la plus rapide possible. Ils arrivent à leur maximum. Et ce qu'on a fait, c'est, en faisant une dérivée première du signal, on a calculé la vitesse à laquelle la charge était mobilisée. Et on a également ici mesuré l'activité musculaire à l'aide de l'électromyographie, mais je ne vais pas en parler aujourd'hui. Ça, c'est pour essayer de comprendre les mécanismes d'adaptation. Alors, nous avons été surpris de constater que chez ces personnes, les gains en force maximale après ce type d'entraînement, eh bien, dépassaient les 20%, ce qui n'est pas rien, hein. Généralement, on va avoir des adaptations de ce type quand les charges sont plus élevées. Et puis, l'autre facteur qui, pour moi, en tout cas, est extrêmement important, c'est que la pente d'installation de la force, hein, donc la vitesse que l'on va pouvoir mesurer, est augmentée de manière quand même importante puisqu'elle dépasse les 30%. Donc, on va gagner ici non seulement en vitesse de mouvement, mais on va gagner également en force maximale. Donc, les adaptations ici sont surtout de type nerveux, et notamment pour les adaptations à la vitesse. Ce sont surtout des mécanismes nerveux qui vont expliquer ce genre d'adaptation. Et donc, moi, je suggère très fortement justement ce genre de méthode parce que, l'air de rien, les personnes âgées, elles sont quand même caractérisées nettement par leur lenteur à réagir à des situations où il faudrait réagir beaucoup plus rapidement, hein, à des situations où elles sont en déséquilibre et elles mettent un temps avant de réagir. À partir du moment où vous êtes capable de réagir au plan nerveux plus rapidement, eh bien, vous allez pouvoir vous sortir d'affaire dans des situations qui peuvent être à un moment dangereuses. Et donc, pour résumer un peu et terminer mon exposé avant de répondre à vos questions, voilà les conclusions qu'on peut tirer de ces éléments. C'est pour la force endurance, ben pour moi, je parle bien en termes de force maximale, elle est peu efficace. Donc son rendement, même si on peut avoir quelques pourcents de progrès, est relativement faible, mais elle est utilisable dans les premières séances. Donc je ne suis pas contre. Forcément, il y a d'abord une première adaptation à avoir, mais forcément, ne vous attendez pas à avoir des gains en force relativement importants. Pour le développement de la force maximale, eh bien, la méthode 3-7 apparaît plus efficace, en tout cas un rendement supérieur et à la méthode classique, je dirais. Et aussi quelque chose que j'aimerais attirer votre attention, c'est qu'en ayant des courts intervalles de temps entre deux séries, 15 secondes, eh bien, ça veut dire que votre durée d'entraînement devient beaucoup plus courte. Et les gens qui vous disent, ben, moi, je n'ai pas le temps de m'entraîner à faire de nombreuses séries parce que ça prend plus d'une heure, 2 heures, ben, sachez qu'ici, un programme 3-7 fait 2 minutes, un peu plus de 2 minutes. Si vous devez le faire de manière classique, avec des temps de récupération plus longs, ben, ça va vous prendre plus de 10 minutes par exercice. Donc, et même quand je dis 10 minutes, c'est plus 15 minutes par exercice. Donc, non seulement c'est plus efficace en termes de rendement, mais l'entraînement aussi a une durée plus courte et c'est un élément pour certaines personnes qui sont très occupées, hein, à mettre dans la balance quand on choisit la méthode. Il faut simplement avoir à l'esprit que la méthode 3-7 est peu efficace pour le développement de la force explosive. Donc, elle va surtout viser de l'hypertrophie, une force lente. Pourquoi? Ben parce que c'est très fatigant et donc les mouvements qui vont être réalisés seront relativement lents et donc l'adaptation sera relativement réduite. En termes de force explosive, eh bien, je vous ai montré que l'utilisation de charges légères en moyenne 30 à 60% du maximum, parce que j'ai des collègues qui ont utilisé des charges un peu plus lourdes à 60%. Ils ont les mêmes adaptations. Ils l'ont fait même avec des personnes de 80 ans. Hein, et donc, ils ont de belles adaptations au niveau de la vitesse d'installation de la force. Donc, c'est certainement une méthode intéressante. Et là aussi, qui permet d'augmenter la force maximale, surtout lors de premières séances d'entraînement. Je ne dis pas que
après plusieurs mois, plusieurs années d'entraînement, on a encore une augmentation forte sur la force maximale, mais n'empêche que dans les premiers mois d'entraînement, vous allez certainement avoir des adaptations à ce niveau-là. Et donc, forcément, ces méthodes peuvent être combinées. On peut très bien combiner des méthodes qui recherchent la force maximale et des méthodes qui recherchent la force explosive, et puis aussi d'ajouter, je n'ai pas eu le temps d'en parler, un travail de proprioception, donc un travail d'équilibre qui va être utile aussi forcément chez ces personnes déconditionnées, qui n'ont pas suffisamment justement de proprioception pour réagir à des situations de déséquilibre. Donc voilà ce que je voulais évoquer ce soir avec vous. Je suis conscient que j'ai peut-être été un peu rapide dans le développement de ces éléments, mais forcément, moi je suis libre en tout cas pour répondre aux questions, donc je n'ai pas de limite. Si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre. Bon, ben, Merci pour votre attention. Merci Jacques, merci beaucoup. Même si je savais un petit peu de quoi tu allais parler, c'était vraiment très enrichissant et très clair. Je pense que c'était important d'être clair et avec le peu de temps qu'on t'a donné, je pense que c'était vraiment très bien. Il faudra que tu reviennes du coup. Il y a beaucoup d'autres choses à dire. En tout cas, moi j'ai appris beaucoup de choses et il y avait quelques questions. Alors je pense que tu as répondu à un certain nombre. Je propose que je donne la parole peut-être directement plutôt que je pose moi les questions. Je vais voir, il y avait Damien qui a posé les premières questions. Damien, je vais te laisser poser ta question. Hop. Damien, te voilà avec nous. Alors, bonjour à tous. Est-ce qu'on m'entend bien? Très bien. Alors, Tu peux mettre ta caméra aussi. Hein. alors, je suis sur mon téléphone, ça marche pas très bien la caméra. Je suis désolé. Pour faire très simple, la première question, c'est qu'est-ce qui décroît le plus? Est-ce que c'est vraiment le tissu musculaire? Est-ce que c'est la communication nerveuse ou est-ce que c'est la communication tendineuse entre les muscles et les os? Ça, c'était la première question. Et la deuxième question, vous y avez répondu, c'est sur la combinaison des différentes formes d'entraînement. Et puis, il y en a une troisième qui m'est venue rapidement. C'est l'intérêt de la méthode 3-7 qui potentiellement peut quand même créer plus de fatigue, surtout chez des sujets âgés. D'accord, bon, je sais, peut-être il faudra me rappeler les différentes questions, mais bon, par rapport à la première question, les premiers mécanismes qui vont se mettre en place, ce sont des adaptations nerveuses. Et plus le mouvement est complexe, forcément, plus les adaptations nerveuses seront importantes. Donc, quelque part, c'est la coordination qui va être améliorée, c'est l'intensification de la commande vers le muscle. Souvent, ce sont les premières adaptations qui précèdent l'hypertrophie. L'hypertrophie musculaire, elle va apparaître après 4-6 semaines d'entraînement, à raison de 2 séances par semaine environ. Donc, le processus d'hypertrophie s'installe plus lentement et puis progresse par la suite. Donc, il faut savoir qu'il y a un déphasage à ce niveau-là, même si des adaptations nerveuses peuvent encore apparaître plus tard, mais n'empêche que le gros des adaptations nerveuses, c'est davantage en début d'un programme d'entraînement, et puis l'hypertrophie va faire suite par la suite. Alors, je n'ai pas parlé d'adaptation tendineuse, mais c'est une excellente question parce que on s'est intéressé au laboratoire ces dernières années aux adaptations tendineuses qui sont importantes dans tout ce qui est force explosive. On se rend compte qu'avec des entraînements bien particuliers, on peut rendre le tendon plus raide. Attention que, bon, ça me prendrait 3 heures à expliquer les choses, mais j'essaie en quelques secondes de le dire. Ce n'est pas une raideur articulaire. Il faut bien faire attention à cela. Le tendon peut augmenter sa raideur par la musculation, c'est-à-dire qu'il se distend moins fortement. Et donc, quand le muscle se contracte, la force va être transmise plus rapidement. Et forcément, c'est une partie des adaptations aussi de la force explosive. Si vous êtes un expert dans le domaine de l'entraînement, par exemple, le travail de pliométrie, comme on l'appelle, eh bien, est un travail qui va permettre d'augmenter la raideur tendineuse et raideur musculaire aussi, et permettre à la force d'être transmise plus rapidement et donc de gagner en vitesse quelque part. Donc, ce sont des adaptations aussi que l'on peut quantifier aujourd'hui chez l'homme grâce à l'échographie, par exemple. Donc,
il y a plusieurs niveaux d'adaptation. J'avais prévu plus que je n'ai montré, mais forcément, les adaptations, elles sont extrêmement nombreuses, depuis la commande nerveuse jusqu'à la production de force même. Donc, oui, c'est un ensemble que l'on va entraîner quelque part en faisant de la musculation. J'ai oublié la deuxième question. La deuxième question, c'était est-ce que les méthodes sont combinables? Oui, bien sûr. Et Ça, donc, vous y avez répondu. oui, donc on peut les combiner. Et puis aussi, ce que je suggère, parce que la méthode 3-7 est plus difficile, parce qu'en effet, il y a un niveau de fatigue qui apparaît. C'est pour ça que j'ai bien mentionné que c'est peut-être pas l'idéal comme méthode. Ce n'est pas l'idéal comme méthode pour développer la force explosive. Mais quand vous utilisez des charges, et même si vous faites de la force endurance, hein, on peut très bien avoir l'intention de mobiliser la charge le plus rapidement possible. Hein, et ça, c'est un paramètre qu'on ne prenait pas en compte avant. Et quand j'utilise des charges de 70-80% de mes capacités maximales, intrinsèquement, le mouvement sera qu'on peut qualifier de relativement lent. Mais si j'ai l'intention de mobiliser la charge le plus rapidement possible, eh bien, ce sont des adaptations nerveuses que je vais notamment développer, parce que mon système nerveux va vouloir développer, mobiliser cette charge le plus rapidement possible, et donc je vais avoir des adaptations nerveuses qui vont être favorables aussi au travail de l'explosivité. Donc, je pense que quand on fait de la musculation aujourd'hui, il faut avoir la volonté, sauf si on fait de l'hypertrophie pour l'hypertrophie, eh bien, il faut avoir la volonté de mobiliser la charge assez rapidement. Pour un sédentaire, pour quelqu'un qui veut travailler son physique, eh bien, je pense que c'est important. Aujourd'hui, avant, on conseillait de ne pas spécialement mobiliser les charges rapidement. Aujourd'hui, je peux vous dire que c'est très utile de le faire si on veut justement être plus efficace dans les méthodes de travail. Très bien. Les réponses sont satisfaisantes. Et j'avais donc une dernière question sur la méthode 3-7 pour le coup. Est-ce que, alors moi personnellement, je travaille avec un public en intradialytique, donc en dialyse, renforcement musculaire en dialyse. Est-ce que ça paraît compatible ou pas, étant donné que ça génère quand même globalement de la fatigue, vu le temps de récupération? Oui, mais écoutez, là je ne peux pas vous le dire parce que je n'ai pas l'habitude de travailler avec ce genre de personnes. C'est vous qui devez peut-être le tester. Alors, moi, j'ai parlé de charge de 70%, ce qui est Oui, quand même relativement élevé, mais on sera sur des charges inférieures, oui, bien sûr. vous Bien pourriez sûr. commencer avec des charges inférieures, hein, et voir comment ils s'adaptent. Nous, on l'a fait avec des patients cardiaques, hein, par contre. D'accord. Ouais. Et là, on a testé aussi l'augmentation de la tension artérielle, etc. Et on a vu en tout cas qu'il n'y avait pas d'augmentation supérieure à ce que l'on peut faire avec des méthodes classiques. Donc, on y est allé progressivement, forcément, Oui. mais donc, manifestement, il n'y a pas de contre-indication claire à ce niveau-là. Et donc, on a eu de très bons résultats dans les adaptations. Donc, ici, avec des patients dialysés, bon, je n'ai aucune expérience dans ce domaine-là, donc je pense qu'il faut le faire avec prudence. Vous pouvez Oui, commencer bien sûr. aussi au début avec un peu plus de récupération, hein. Le 15 secondes, c'est peut-être l'objectif à atteindre un peu plus tardivement. Mais enfin, ce qui est clair, c'est le fait de générer un peu de fatigue et notamment du stress métabolique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de lactate qui est produit quand on a une durée de récupération très courte. Mais ce stress métabolique, il y a des expérimentations qui ont été faites chez l'animal qui montrent qu'il peut contribuer, en plus de la tension mécanique qu'on génère avec des charges élevées, ce stress métabolique peut également contribuer justement à cette augmentation de la masse musculaire. D'accord. Très bien. Je vous remercie pour vos précisions. Jacques, je reprécise peut-être la question de Damien, parce que bon, enfin, je ne sais pas si c'était exactement celle-là. Pour moi, la question, c'était... Pardon, je retrouve. C'est du coup quand tu as parlé que du coup, la force max décroît à partir de 50 ans. Oui. Est-ce que c'était plutôt la commande nerveuse enfin, c'était plutôt une raison de commande nerveuse ou plutôt d'atrophie. Ce sont les deux. Chez les personnes âgées, ben, elles sont moins capables
de faire d'activer leurs muscles de manière maximale, mais on a également une atrophie musculaire et une perte aussi de fibres musculaires, ce qu'il faut dire. Donc, ce n'est pas uniquement une atrophie de chacune des fibres musculaires, mais avec l'âge, et surtout si on n'entretient pas, on va perdre un nombre de fibres musculaires. Il y a ce qu'on appelle une apoptose de nos cellules nerveuses. Je n'ai pas passé de temps à développer tout ça, mais je vous ai dit, il y a un relais au niveau de la moelle épinière de neurones qui se situent au niveau de la moelle épinière. Eh bien, ces neurones meurent, un certain nombre en tout cas. Et les fibres musculaires sont dénervées, certaines sont réinnervées, mais d'autres restent dénervées et se nécrosent et disparaissent progressivement. Donc, on a une perte de fibres musculaires. Et ce qui est important, et c'est surtout, enfin, il y a des expérimentations directes chez l'animal qui le montrent et indirectes chez l'homme qui le permettent en tout cas de penser que ça va bien dans ce sens-là. L'exercice physique permet de maintenir son quota de fibres musculaires, ou en tout cas permet de maintenir à un niveau supérieur, évite cette dénervation des fibres musculaires. Et ça a été montré notamment chez des personnes qui sont très actives, des personnes qui font du vélo, qui font ou de la course à pied, eh bien, elles parviennent à maintenir davantage le nombre de fibres musculaires que des personnes qui deviennent sédentaires. Et donc, c'est important d'être actif forcément, mais je prêche des convaincus forcément. Mais je voulais encore rajouter une chose sur la commande nerveuse, quand tu me posais la question si cette commande nerveuse diminuait et si on pouvait faire quelque chose. Bien sûr qu'il y a des gens qui ne vont pas pouvoir faire des programmes d'entraînement un peu comme je l'ai envisagé ici, mais ces personnes sont quand même capables de faire des contractions isométriques, donc des contractions statiques. Et par exemple, je peux très bien pousser sur une table au maximum de mes capacités. Et ce que des études ont montré, c'est que le simple fait de faire ce genre de choses régulièrement permet de regagner une commande nerveuse. Donc, on n'est pas obligé de manipuler non plus des charges. Je ne vais pas dire que c'est plus efficace avec des charges, mais si on n'est pas capable de le faire, eh bien, faire de simples contractions isométriques qui sont sans danger, si on est bien positionné forcément, puisqu'il n'y a pas de charge à manipuler, des charges élevées, mais on peut regagner en commande nerveuse. Et donc, parfois, des personnes qui sont plus capables de se lever de leur chaise, par exemple, leur faire des poussées au niveau des membres inférieurs contre une sangle, et donc leur faire pousser simplement un certain nombre de fois, des séances successives, eh bien, peuvent être capables simplement, même si elles n'ont pas spécialement regagné en masse musculaire, mais dans un premier temps, avoir une commande suffisante que pour pouvoir se relever à nouveau seul ou avec une aide minimale à ce moment-là. Donc ça peut être aussi quelque part une première évolution, c'est d'essayer de regagner cette commande nerveuse qui peut se regagner assez rapidement. Ces études montraient qu'en quelques séances, on regagnait une partie de sa commande nerveuse, mais qui peut être suffisante justement dans des tâches quotidiennes. Ok, ouais, ça c'est super intéressant parce qu'effectivement, je pense qu'il y a pas mal d'enseignants APA qui écoutent et qui du coup peut-être avaient du mal à voir comment mobiliser des charges de l'ordre de 70% du 1RM, mais du coup, il vrai qu'effectivement, avec cette solution-là, je pense que ça donne plein d'idées. Moi, j'avais une question supplémentaire, mais Jean-Michel Raymond a la même. Donc, je vais le laisser le poser la question. Je vais laisser te poser la question, je vais lui donner la parole. Jean-Michel, bonsoir. Tu vas te lancer dans les questions. Donc, je te laisse la poser. Vous m'entendez? Oui, très Oui, bien. très bien. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir Jacques, bonsoir Daniel. Quels sont les tests qu'on peut mettre en place avec un public senior pour justement évaluer la force max volontaire ou la force max ou la force maximale volontaire sans utiliser les protocoles qu'on utilise actuellement ou développer couché ou squat? Y a-t-il des tests spécifiques qui donnent des informations? Bon, il y a le hand grip, bien évidemment,
qui donne des indications sur la… Voilà, tout à fait. Merci, Daniel. Mais est-ce que vous proposez, avec ce type de public, d'autres tests que je ne connais pas ou qui pourraient être intéressants pour ce public-là? Alors, bon, le hand grip est intéressant, mais teste une partie du corps seulement, donc Oui, tout à ne fait. teste pas la force des jambes, et qui sont quand même des éléments importants. Conserver sa locomotion, je pense que c'est un point clé. Alors, bon, tout dépend quel est le niveau de déconditionnement de la personne, est-ce que vous pouvez avoir comme matériel. Mais il existe maintenant dans le commerce des dynamomètres aussi. Bon, forcément, il y a des dynamomètres isométriques qui ne testent pas le mouvement, mais qui permettent de tester des forces de quadriceps, des forces de poussée, par exemple, de traction. Donc, on attache un dynamomètre à un système inamovible et puis on peut, avec un peu d'idée, certainement tester la force de différents segments. Ça, c'est une possibilité. Forcément, si vous êtes riche ou un accès à de l'appareillage, il y a tout ce qui concerne les dynamomètres isocinétiques qui permettent là de faire des mouvements et de tester quand même des gros muscles qui seront, je dirais, pertinents au plan fonctionnel, en tout cas plus ou moins pertinents au plan fonctionnel. Et puis, bon, il peut y avoir des exercices simplement avec le poids du corps sur un nombre de répétitions que l'on peut tester. Par exemple, monter à une seule jambe sur un banc et on peut tester le nombre de répétitions. Forcément, pour tester vraiment la force, il faut se limiter à 10-15 répétitions. Donc, à partir du moment où on sait faire plus de 10-15 répétitions, on n'est plus dans le test de la force quelque part, on est plus dans un test de force-endurance. Donc, voilà, des tests comme ceux-là, des pompes, peut également servir parce que l'air de rien, quelqu'un qui fait… Parce que j'entends bien qu'on me dise travailler à 70% avec des charges de 70%, ça peut être compliqué, ça peut être dangereux. Moi, je veux bien. Mais combien de personnes déconditionnées savent faire 10 pompes? Oui, exact. Pourtant, quand vous faites 10 pompes, ça veut dire que vous travaillez à 70% de vos capacités maximales de manière globale. Oui. On ne s'en rend pas compte de ça. Mais faire des pompes, si vous savez en faire que 3-4, ça veut dire que vous êtes vraiment très faible et personne ne va dire que faire des pompes peut être dangereux pour l'individu, sauf dans des cas particuliers, évidemment. De même, des tractions, on peut faire des tractions aussi. Si c'est trop difficile, parce que je pense que beaucoup de personnes déconditionnées ne savent pas faire des tractions avec leur poids du corps, même une seule, mais on peut très bien avoir une barre qui n'est pas trop élevée, avoir les pieds au sol et en fonction de l'inclinaison du corps, se faire un test qui permet justement de voir sur une dizaine de répétitions, simplement avec le poids du corps. Donc, ce sont des tests évidemment qui n'ont pas la rigueur qu'il faut, comme on le fait en laboratoire, mais n'empêche qu'on peut déjà, quelque part, avec ce genre de test, voir si les personnes s'améliorent, et elles vont le sentir très rapidement si elles s'améliorent. Et faire des squats une jambe, squat ne veut pas dire avec une barre de 200 kg sur le dos, forcément, mais simplement un squat, une jambe, avec une plaque sur la poitrine s'il faut lester un peu les choses, ou un ballon lesté, eh bien, c'est travailler sur une seule jambe, et donc on peut là aussi non seulement entraîner, mais tester aussi les progrès quelque part en force si on n'a pas les moyens d'avoir des dynamomètres et donc de tester aussi une force qui est un peu plus fonctionnelle. Merci. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, si on fait faire des tests en utilisant le mouvement du corps ou bien un appareil, etc., c'est utiliser aussi la corrélation donc, avec le nombre de répétitions et d'en déduire la force maximale pour ensuite programmer. Voilà, ça, c'est ça qui est intéressant. Et c'est vrai que l'OMS propose des tests, le assis debout, qui est sous forme de répétition, le test de la chaise statique, etc. Donc, on mesure certains types de forces que vous avez déclinés et présentés. Mais ce que je pense qui est le plus intéressant, c'est un peu la force explosive, parce qu'en fait, elle associe le système neuromoteur, en fait, et ça permet, dans la vie quotidienne, d'avoir une meilleure qualité de vie
notamment pour les seniors qui ont des pertes d'équilibre, qui ont des mouvements, etc. Donc, vous avez bien ciblé, moi, c'est ce que j'ai apprécié, c'est que vous avez bien ciblé justement le processus de renforcement musculaire, de la force, qui est utile dans la vie quotidienne. Et ça, c'est important. Et c'est un message qui est des fois difficile à faire passer parce qu'on a une image de la force, du bodybuilder, etc. Donc, c'est la représentation aussi qui est très importante. Tout à fait. C'est pour ça que moi, personnellement, je n'aime pas trop parler de musculation. Je préfère parler de renforcement musculaire. Voilà, tout à fait. Oui. Et c'est vrai que la vitesse est un élément important. Quand vous voyez qu'on peut, avec les sujets qu'on avait, on a gagné de 50 à 100 millièmes de seconde en vitesse d'installation de la force, donc sur un temps qui durait à peu près 300 millièmes de seconde, on a gagné chez certains 100 millièmes de seconde. Donc, ça veut dire qu'ils réagissent avec un tiers de temps en moins, par exemple, à un mouvement, pour exécuter un mouvement. Donc, c'est quand même conséquent. Et très sincèrement, ces personnes-là, parce qu'on les a testées aussi sur des plateformes d'équilibre, Oui. parce qu'on voulait voir aussi les transferts vers vers des aspects fonctionnels finalement, parce que bon, si c'est pour gagner de la force, simplement dans une situation particulière, sans qu'il y ait un transfert dans les mouvements de la vie quotidienne, ce n'est pas trop utile. Non. Eh bien, on a été en tout cas extrêmement pas surpris, mais on a pu apprécier que ce type d'entraînement améliorait aussi l'équilibration, et donc ce genre de choses. Et donc, dans la lutte contre les chutes chez la personne âgée, c'est certainement un élément clé. Et qu'est-ce que vous pensez justement d'effectuer une tâche de force avec une tâche cognitive, c'est-à-dire le principe de la double tâche? Est-ce que ça améliore le processus neurologique? Alors, on a fait des choses comme ça au laboratoire. Alors, oui, mais on n'a pas fait dans l'entraînement. On a simplement testé, maintenant j'essaie de me souvenir, on a simplement testé les perturbations, mais on n'a pas fait vraiment pendant l'entraînement. D'accord, merci. Merci en tout cas pour votre présentation. Je vous remercie aussi. Et Jean-Michel, qui est à Perpignan, te salue, le Belge qui est un peu plus au nord. Je suis à l'INSEP, Daniel. Ah, ben, je ne savais pas moi que tu étais à l'INSEP. Je suis à l'INSEP aujourd'hui. Il se rapproche de la Belgique alors. Voilà. Merci de ta question, Jean-Michel. On va faire une dernière question parce que ça fait déjà 1 heure. C'est très intéressant tout ça. Du coup, François-Xavier, je vais te donner la parole pour que tu puisses poser ta question. Et ce sera très certainement la dernière. Et tu me laisseras un peu la parole pour saluer et présenter le prochain intervenant que je connais bien. Ouais. François-Xavier. Oui, bonjour. Du coup, merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. Alors justement, c'était une question assez simple. C'est par rapport aux dernières diapos concernant le travail justement en vitesse avec une dénomination, c'est vol RFD, je crois. Je ne me souviens plus si Robin, oui. Tu peux me préciser parce que ça me rappelait le RFR, cette résistance à la force rapide de Bosco, qui consistait justement à évaluer la capacité en termes de fatigabilité, de puissance sur des tests de rebond d'ergo jump répétés, on a du multi-jump. Est-ce que que signifie justement ce RFD? C'est en anglais pour Rate of Force Development. Et en fait, ici, si j'ai mis vol à côté, c'est lorsque le sujet le fait de manière volontaire. Ah, d'accord. Mais on a testé aussi par stimulation électrique, mais je ne voulais pas compliquer les choses. On a testé s'il y avait des gains du muscle même par stimulation électrique pour voir s'il était capable d'installer sa force plus rapidement. Donc, indépendamment de la commande volontaire, et les gains sont très minimes. Et donc, ça veut dire que c'est principalement notre système nerveux qui a permis aux muscles de se contracter, de réaliser son mouvement plus rapidement. D'accord, merci. Est-ce qu'on a du coup, je pensais par rapport à ces stratégies d'entraînement, un intérêt à utiliser la fatigabilité nerveuse versus la fatigabilité périphérique, justement? Là, en l'occurrence, il semblerait intéressant de créer des sketchs où on répète justement des contractions volontaires
pour installer non seulement une fatigabilité sur l'aspect des phosphagènes, mais aussi sur l'aspect nerveux, avec peut-être au niveau des neurotransmetteurs une déplétion. Alors, je suis d'accord sur la fatigue pour le muscle, hein, et je l'ai précisé justement, que la fatigue, en tout cas, et surtout ce qui est produit lors de la fatigue, donc certains métabolites, sont utiles pour l'hypertrophie musculaire, mais où je ne suis pas d'accord, c'est sur l'aspect nerveux. Parce que en réalité, à partir du moment où il y a une fatigue, la commande nerveuse n'est plus suffisante, n'est plus intense assez, et donc finalement les adaptations, enfin on ne crée plus d'adaptation à ce niveau-là. Donc il faut bien faire la distinction entre l'adaptation musculaire et nerveuse. Au niveau du muscle, il faut que au niveau du système nerveux, il faut que l'on conserve une certaine fraîcheur, si je peux m'exprimer ainsi, parce qu'il faut envoyer une commande nerveuse qui est très, très intense. Ça me prendrait plus d'une heure aussi pour réexpliquer certaines choses, pour expliquer certaines choses, mais faire pulser nos fibres musculaires à des fréquences très élevées. Et là, si on les fatigue, si on fatigue le système nerveux, on ne parvient plus, en tout cas, à atteindre ce genre de fréquence. Donc, là, il ne faut pas chercher la fatigue. Il vaut mieux s'arrêter avant qu'il y ait une diminution de notre capacité à commander le muscle de manière intense. Donc, pour le muscle, OK pour la fatigue. Pour le système nerveux, non. Il faut conserver en tout cas une certaine fraîcheur dans la commande nerveuse. D'accord, merci. Et une dernière question, si je peux, c'est concernant le travail, le régime concentrique, pardon, le régime excentrique, le régime de contraction excentrique. On en a un petit peu parlé, sous-entendu, quand on a parlé de la pliométrie, parce que là, vous prenez un peu la pliométrie, donc c'est tout simplement justement l'enchaînement d'excentrique et de concentrique. Est-ce que vous pensez justement, malgré le vieillissement, qu'on peut, parce que c'est un peu diabolisé, hein, prôner avec des charges sous-maximales, justement un système adapté dans lequel on soit sur l'excentrique? Alors, il y en a qui l'ont fait, il y en a qui ont montré de bons résultats. Forcément, moi, bon, je ne savais pas parler de tout en une demi-heure. Donc, forcément, l'excentrique est intéressant, et notamment au niveau de l'hypertrophie, mais seulement l'excentrique détruit aussi, hein, et peut détruire des fibres musculaires, en tout cas peut détruire les appareils contractiles au sein même de la fibre musculaire, mais il y a quand même des études qui montrent qu'il y a des fibres qui dégénèrent. Alors, chez le jeune, ce n'est pas trop grave parce qu'on a des cellules satellites qui permettent de reconstituer de nouvelles fibres musculaires. Par contre, chez la personne âgée, on a de moins en moins de cellules satellites et donc la reconstitution du stock de fibres musculaires est plus compliquée. Donc, je suis un peu entre les deux. Je n'ai pas une réponse claire à ce niveau-là. Chez des personnes qui sont actives depuis des années et qui prennent de l'âge, ben, pourquoi pas? Parce que simplement courir, c'est aussi de l'excentrique, hein. On a les chocs à chacune des foulées. Donc, il y a malgré tout un travail excentrique qui est présent, même s'il n'est pas ultra intense. Mais chez ces personnes-là qui ont l'habitude de faire un travail régulier, moi, je dis, il n'y a pas de souci, on peut faire de l'excentrique en étant prudent. Chez les sédentaires débutants, je dirais il faut quand même être prudent. Il y a non seulement ce que je viens d'évoquer au niveau du muscle, mais aussi le positionnement. Il y a les articulations qui vont être contraintes par ce type de travail. Donc, je serai un peu plus prudent. Et en tout cas, je commencerai par un travail classique concentrique, isométrique, avant d'évoluer, si on voit que ça va bien, vers un travail excentrique. Donc, plus grande prudence pour un travail de type excentrique. Bien, merci beaucoup. Merci pour tout et bonne soirée à tous. Merci. Merci. Bonne soirée, François. Écoute, je pense qu'il n'y a plus de questions. On est à peu près à 1h. Moi, j'ai une question, moi. Ah, si, Daniel, oui, c'est vrai qu'effectivement, tu avais une question et je crois que tu voulais présenter le prochain intervenant. Non, pas seulement ça, mais une question rapide. Dans le programme d'entraînement qui a été suggéré, est-ce qu'à chaque fois, parce qu'on travaille toujours à 70%, que ce soit la méthode 3-7 ou la méthode classique, est-ce que vous réajustiez le 1RM au fur et à mesure du programme? Oui, bien sûr. C'est juste ça que je voulais savoir. Parfait. Parce que, bon, le muscle s'adapte sur le principe de la surcharge. Donc, forcément, si on fait toujours
on utilise toujours la même charge, même volume de répétition série. À un moment donné, on arrive à un plateau. Ben oui. Donc, il faut régulièrement réajuster la charge forcément. Parfait. Non, mais j'étais sûr que c'était j'étais Non, sûr mais que c'était la tu as, réponse. non, mais tu as bien fait d'attirer mon attention parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure. C'est ça. Et donc, c'est sûr que il faut réadapter la charge parce que continuer toujours le même travail va faire qu'on va arriver à un plateau, il n'y aura plus de progrès. Et ça, c'est important. Il faut que le muscle soit un peu titillé pour qu'il s'adapte. Puis, mais tu ne refaisais pas des tests de 1 RM chaque semaine. Alors, comment tu faisais pour réajuster la charge dans les Oui, programmes? mais quand le sujet est capable de faire son programme pendant 2 séances ou 3 séances complètement, sans aucun problème, on augmentait la charge par la suite. Hein. Donc, on y va progressivement à ce niveau-là. En effet, on ne faisait pas toutes les semaines le 1RM, mais quand il était capable de faire 2 fois, 3 fois d'affilée le même travail, d'aller jusqu'au bout, en fait, là, à ce moment-là, on augmentait la charge par la suite. Parfait. Un peu pifométrique, mais toujours avec une alimentation Oui, bien sûr. subjectivo-objectif. Voilà. Parfait. Non, mais ce on s'aperçoit, c'est que finalement, puis juste pour revenir sur l'ensemble de la présentation, puis moi, je pense la même chose, c'est qu'on utilise à peu près avec prudence, avec l'excentrique peut-être, les mêmes méthodes pour les personnes déconditionnées, mais en tenant compte de leur niveau actuel. On est bien d'accord. Et je pense à la fois en musculation, et je parle bien pour les personnes déconditionnées sédentaires, que je pense, en tout cas dans ton domaine de l'endurance, au départ, on était sur des intensités relativement faibles, longue durée, beaucoup de répétitions pour nous en termes de force, mais qu'aujourd'hui, on est plus dans l'intermittent et des intensités plus élevées en endurance, comme on l'est au niveau de la force. Finalement, on cherche l'efficacité et finalement, on se rapproche de méthodes, mais en les adaptant, bien sûr, de sportifs de compétition. Puis je conclurai, c'est parce qu'avec Jacques, on avait donné une conférence à Cœur, Exercice et Prévention ensemble sur la musculation et sur l'entraînement. Moi, j'aime pas qu'on dise endurance en passant, j'aime autant qu'on le dise aussi la puissance maximale aérobie, parce que l'endurance, c'est encore plus long. Mais où est-ce que les méthodes, moi, j'utilise toujours avec ma maman des méthodes fractionnées, mais c'est pas parce que c'est intense que c'est difficile. On peut s'arrêter avant la difficulté maximale. Ouais. Un peu comme tu disais tout à l'heure pour les entraînements de force maximale ou de puissance maximale, où est-ce qu'il faut s'arrêter un peu avant la fatigue maximale. On est tout à fait d'accord. Donc, juste pour puis je te laisserai un peu parler, Robin, juste pour conclure, je ne suis pas satisfait de la présentation d'aujourd'hui. Je suis extrêmement satisfait de la présentation d'aujourd'hui, mais je n'en doutais pas. Donc, je pense avec tous les retours qu'on voit, toi tu ne les vois pas, mais moi je les vois là, j'ai l'impression aussi que ça a été très apprécié. Et puis après ça, je vais laisser finir Robin à la fin. Je vais indiquer que le prochain intervenant, ce sera dans 2 semaines, et c'est Jean-Marc Lavoie. Je pense que tu le connais peut-être aussi. Oui. Tu connais Jean-Marc. Donc, Jean-Marc, c'est mon ancien professeur de physiologie de l'exercice. Puis, j'ai enfin compris en lisant son livre, très intéressant. Je pourrais vous dire, je ne me rappelle plus c'est quoi le nom de son livre, parce qu'on me l'a piqué. De toute façon, je l'ai passé à quelqu'un qui me l'a pas donné. Et c'est très intéressant. Ça va être sur l'importance de l'activité physique pour le diabète de type 2. Donc, un sujet totalement différent, mais toujours tout aussi intéressant. Sur ça, je laisse finir. Tu as très bien conclu. Moi, ce que je peux faire, c'est juste encore te remercier, Jacques. Je vois bien qu'il faudrait d'autres heures et d'autres heures pour expliquer d'autres choses, et c'était vraiment intéressant. J'aimerais beaucoup qu'on puisse encore te revoir sur d'autres sujets, parce que je pense que tu as plein de choses à dire. Et donc, je te remercie beaucoup. C'est vrai que, comme l'a dit Daniel, il y a eu beaucoup de messages de remerciements. Alors, il n'y a plus que 20 personnes, mais voilà, les gens se pensent ils sont allés vaquer à leurs occupations, mais c'était super intéressant pour moi aussi. Donc, je te remercie beaucoup pour ta disponibilité pour préparer pour ce soir. Ce n'est pas le cas tout le monde n'est pas prêt à intervenir comme ça, et c'est vraiment
c'est vraiment plaisant. Et puis, du coup, Daniel a très bien conclu en disant que du coup, dans 2 semaines, ce sera Jean-Marc Lavoie sur l'importance de l'activité physique dans le cadre du diabète de type 2.